pause après les cours, dommage. Moi, ça m'a permis de prendre un petit peu installer tout ça. Et je vais vous mettre ça au premier plan pour vous. Ok. Bien, alors, donc on va attaquer le chapitre suivant. On a fait une introduction générale qui est finissée par toute petite partie historique, et puis on va enchaîner avec une deuxième partie. Dans cette deuxième partie, elle va commencer par, on pourrait qualifier ça d'un peu de la neuroanatomie. C'est un terme un peu pompeux pour ce que je vais vous présenter. Ce que je vous présente, c'est vraiment des repères très généraux qui vous permettent de regarder le système nerveux avec à l'esprit des catégories. Qu'est-ce qui se trouve où, comment ça s'appelle, qu'est-ce que c'est, replacer un petit peu les différents modules du système nerveux dans l'ensemble. Ça, c'est l'objectif de cette partie. Et puis, il va pas y avoir juste de l'anatomie au sens de la structure, qu'est-ce qui se trouve où, à quel endroit. Il va y avoir aussi du fonctionnement. Je vais essayer de vous donner du contenu sur le fonctionnement, comment fonctionne le système nerveux. Voilà. Avant de démarrer ça, un petit point sur les TD. Vous m'avez inondé le mail. Au-dessus, c'est historique. Et ça a été terrible. Donc, un petit rappel pour la gestion de la communication avec un enseignant qui s'occupe du lieu trop commun. Vous êtes quelque chose comme 300. Si je vous donne des mails de profs, pour chaque groupe, c'est pour une raison. Ce n'est pas la peine de m'envoyer une copie de votre travail, alors que vous n'êtes pas dans un de mes groupes. Ce n'est pas la peine de m'envoyer à moi votre travail, alors que vous avez dit, ça c'est les mails sur lesquels il faut l'envoyer. Ce n'est pas la peine de m'envoyer le travail quand vous n'êtes pas dans mon groupe, à la fois sur mon adresse Gmail, pour les TD, pour les groupes, exclusivement les groupes, plus, on ne sait jamais, sur mon adresse Université Montpellier. J'ai tout lu. J'ai dû avoir 200, 300 mails depuis jeudi dernier. Hier soir, j'ai regardé qui m'avait envoyé le travail, le diaporama pour aujourd'hui. J'ai un groupe aujourd'hui, le ES1. J'ai reçu du ES2, 3, 4, 5, 6, tous les DEM, que si, des managers, des appels que j'ai. Tout le monde envoie son truc. Alors j'ai essayé, j'ai passé 3 quarts d'heure, rien que ça c'est 3 quarts d'heure ici, 3 quarts d'heure, mauvaise adresse, ouvrir un mail, faire répondre, copier-coller, envoyer, ouvrir un mail, faire répondre, copier-coller, envoyer. En renvoyant, copier-coller, le planning. Tel groupe, telle heure, tel jour, telle salle, tel prof, tel mail, telle adresse Zoom. Ça, je ne vois pas où la difficulté. Je ne vois pas. Avec écrit en gros, l'adresse mail du prof et l'identifiant Zoom pour ce prof-là, pour tout le semestre, pour tous ces groupes, dans cette lieu, sera le même. Les mêmes. Donc, je n'ai pas répété jusqu'en bas de la liste, puisque c'était le même prof. Clément Roux, là, je donne son adresse mail, son Gmail. En bas de la liste, c'est le même Clément Roux, et donc, comme je l'ai expliqué, il a la même adresse mail pour l'autre groupe, et il a le même identifiant Zoom pour l'autre groupe. Il y en a qui n'ont pas compris. Je ne comprends pas dans mon groupe MS, il n'y a pas d'identifiant, il n'y a pas de Zoom. Alors, regarde le début du document. Voilà, j'ai tout lu. J'ai tout lu. Donc, c'est assez magnifique. Hein? Mais bon. Hein, il y a
communication avec les profs, et je vais m'arrêter 2 secondes, mais j'ai un petit truc juste à rajouter pour enfoncer tout, pour être plus spécifique. Il faut que vous compreniez, et c'est vrai ici, là, et c'est vrai en général, il faut que vous compreniez la situation de votre interlocuteur. Toujours. Vous devez vous mettre à la place de votre interlocuteur. Absolument toujours. Donc, vous comprenez que le prof ne peut pas répondre individuellement à 300 personnes dans un délai raisonnable. Ce n'est pas possible. Vous comprenez que tous vos mails dans ma boîte mail universitaire se mélangent avec des mails qui, eux, sont hyper urgents. J'ai des bazars. Je vais les louper, ces mails. Parce que je vais juste passer mon temps à essayer de trier, savoir ce qui est dans la hiérarchie urgent ou pas. Donc vous comprenez que vous ne pouvez pas demander à un enseignant de vous confirmer la réception. Là, vous croyez que je vais faire oui, j'ai reçu. Non, yes. Non. Et non. Voilà. En plus, vous ne faites même pas partie de mon groupe. Tu veux un café? Non, je ne peux pas. Donc il faut comprendre la problématique. Et là où c'est encore plus important de la comprendre, et c'est là que je deviens plus spécifique, je vous ai donné des consignes et je les ai répétées plusieurs fois. Quand vous envoyez votre boulot à votre prof, le titre du mail, il doit être intelligible, il doit être intelligent, il doit être informatif. Un titre du mail qui s'appelle TD, ce n'est pas informatif. Imaginez un prof qui a 4 groupes dans l'UE à gérer, 4 fois 40 étudiants. Hein? Ça fait quand même, ça commence déjà à chiffrer. 4 fois 40. Il doit trier ce qu'il reçoit et savoir le document qui est envoyé, s'il doit le stocker dans le dossier présentation orale mardi, présentation orale mercredi, présentation orale le jeudi. Donc, le titre du mail, pour lui, pour elle, capital. Si vous mettez TD1, Neuro, ES1, avec ça, moi je sais que, ah ok, ce mail-là, je le mets. Le suivant, papa, ah oui, c'est mercredi, d'abord je vais récupérer tous les ES, les APA, je les prépare le matin. Mais vous ne mettez pas APA, vous ne mettez pas ES dans le titre. J'en sais rien. Il y en a certains, dans tout le mail, c'est impossible de trouver dans quel groupe ils sont. Ils ne le mettent pas. Et ils ne le mettent pas non plus dans les documents attachés. Les documents attachés, résumé plus question. Deuxième document, diaporama. Le diaporama, le nom qu'on lui donne, de nouveau, il faut qu'il soit intelligent. Il faut qu'il donne de l'information. Un diaporama qui s'appelle diapo, ça ne sert à rien. Un bon diaporama, c'est quoi? Votre nom, à minima, pas forcément besoin du prénom. Un mot-clé qui correspond au texte, c'est informatif. J'ai fait un diaporama poisson, j'ai fait un diaporama synapse, j'ai fait un diaporama, j'en sais rien, autre chose. L'essence trompée, l'essence, voilà. Il y a un mot-clé qui me permet à moi, qui permet au prof de savoir quel est le contenu que vous avez choisi, quel texte vous avez choisi, c'est informatif. Et puis en plus, vous mettez le numéro du TD, TD1, et vous mettez le groupe, vous le remettez. Non, diapo. Voilà. Alors ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Et il y en a quelques-uns qui, d'après des mails que j'ai reçus, il y en a quelques-uns qui s'en sortent bien. Ça représente 20-30% des étudiants. Et donc, ce que j'ai vu à la louche, 60-70% des étudiants m'ont envoyé des trucs avec le sujet du mail, soit vide, soit absolument non informatif. Et le nom des documents envoyés, là aussi, qui ne servaient à rien. Ils ne servaient à rien. Ils ne sont pas informatifs. Donc, mettez-vous à la place du prof qui reçoit. Il veut faire quoi, le prof? Il veut savoir dans quel groupe vous êtes, quelle option vous êtes, quel texte vous avez choisi, etc. Il veut savoir ça très vite. Moi, dans la
gestion de mon télé ce soir, je vais ouvrir un dossier et dedans il y aura écrit diapo, télé. Voilà, on va regarder ça. Et on va passer un quart d'heure, 20 minutes à savoir si ce diaporama, il est là, il est là, il est là, il est... Ah ouais, le mec qui n'est même pas dans le groupe, j'en sais rien. Parce que aucun moment dans le mail, dans le titre, je ne sais pas qui c'est. Oui, Tonton.com, Cali34, enfin, c'est rien. Et donc, bon, voilà, on va trier. Et on va regarder. Et puis, on va voir les diaporamas. Ah ouais, il y en a 2 qui sont sur les poissons, il y en a 4 qui... Voilà. Donc, on va faire du temps. On va faire du temps, pour l'instant, on ne va pas travailler sur les textes. On va faire autre chose. Si vous mettez 2 secondes à la place de la personne à qui vous adressez votre message, vous allez comprendre les informations que cette personne, dont cette personne a besoin pour faire son truc. Voilà. Alors ça, première semaine, un peu bazar, je me dis bon, c'est pas trop inquiétant. Par contre, je vous attends au TD2, et là, le Beretta, il va sortir le soir de la semaine prochaine. Ah ouais, j'ai un petit 9 mm très pratique. Ah ouais. Et là, ça va commencer à changer de... Là, je dirais, là, il y a le compléto, moi, il y en a de parler différemment. D'accord? Donc, entendez-le bien, faites passer le mot. Et puis, il faut arriver à être totalement pertinent. Il y en a qui ont été super nickel. Titre du mail, ES1, groupe 1, titre du diaporama, le nom de l'étudiant, un mot-clé qui correspond au texte qui a été choisi, ligne boum, je mets ça dans mon dossier, et elle est impeccable, et c'est ce qui est tout à l'heure quand on va démarrer les TD. On roule. On va rouler. Bon, alors ces TD, la semaine dernière, moi j'ai commencé à voir arriver une petite musique. Je me suis représenté en groupe à 40 dans une salle de TD. Et j'ai commencé à me dire, ça va pas le faire, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et j'ai commencé à discuter avec des collègues à gauche à droite, j'ai commencé à être un peu inquiet, j'ai senti à l'Université des Sciences qu'il commençait à se bouger, tout ça. Et je me suis dit, je vais contacter la direction de l'UFRSTAT pour savoir ce qu'on fait avec le distanciel, etc., en salle de TD. J'ai pas eu de réponse. Allô? Rien. Personne n'a répondu. Alors moi j'ai décidé, dans cette UE, c'était pas du tout prévu, j'ai décidé ça mercredi, j'ai dit bon ben on va faire une rotation, on va se retrouver à 20 dans la salle de TD, ça va être plus sympa. Ceux qui sont en distanciel, ça va être compliqué, je sais pas du tout comment ça va marcher, mais en tout cas on sera 20, et une fois sur le au moins on sera dans des conditions à peu près qui paraissent tout à fait raisonnables. Voilà. Donc on a fait ce bazar, ça nous a pris beaucoup de temps, il a pris plusieurs 15, on va faire, c'est ça. Ah oui, alors on va utiliser Zoom, tout bazar. Comment on va utiliser Zoom pour animer ces TD? Je ne sais pas trop, on va essayer, chaque enseignant essaiera de faire de son mieux. Vous allez être filmé pendant que vous passez à l'oral, ce sera en direct sur Zoom si tout marche bien. On va essayer de prendre la salle avec notre ordinateur, d'interagir avec le groupe, de réitérer les questions près du micro. On va essayer d'improviser pour que ceux qui sont à distance puissent bénéficier au maximum, s'ils le veulent, qui se connectent, du TD. Et j'ai reçu ce matin copie de mail de la fac des sciences. À partir de demain, à la fac des sciences, tous les groupes en salle fermée divisent en deux. Obligatoire. Tous. TD, TP, CM, je sais déjà. Ça, c'est la fac des sciences. C'est une décision qui va atterrir, ça va être pareil, ça. Donc, super, on l'a déjà fait le boulot, on a prévu, on est bon. On va pas être emmerdé. Je suis content parce que s'il avait fallu que je le fasse demain dans la journée du mercredi,
Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Vous vouliez essayer de... Oui. Quand on est en distanciel et qu'on passe à l'oral, on ne passera pas à l'oral en distanciel. Non, alors attendez, je vous explique le scénario, parce que ça je ne vais pas expliquer. Là, déjà, les consignes, elles sont longues. Hein? Donc, et déjà avec ça, le distanciel, tu prends ton café, tu prends ton petit punch, tu prends ta pro, hop, tu prends tes textes, tout ça, et tu écoutes tes potes qui sont en cours, répondent et qui présentent leur travail. Il n'y a pas d'interaction. On pourra essayer d'interagir avec le chat, mais franchement, déjà gérer 28 heures dans le groupe, ça risque d'être un peu compliqué. On peut essayer, mais il n'y aura pas, ça ne va pas être interactif. Il y en a une là-bas, pas au fond. Non. Vous n'êtes pas noté sur l'oral. Vous n'êtes pas noté sur la qualité des résumés. Vous n'êtes pas noté sur la qualité des questions. Vous n'êtes pas noté sur la qualité de votre oral. Vous êtes évalué au TD 3 pour les uns, TD 4 pour les autres, et TD 5, le dernier TD, les deux moitiés de groupe. C'est la seule évaluation de ces TD. TD 3, TD 4, soit vous êtes en TD 3 si vous êtes père ou père, je ne sais plus, TD ou TD 4, et ensuite, dernière évaluation, deuxième évaluation, TD 5. Ces évaluations, s'il vous plaît, j'ai pas, là je suis en train de crier par-dessus votre brouhaha, c'est pas normal. Donc, l'évaluation c'est quoi? Ce sont des QCM élaborés à partir de vos questions. Sur les TD1 et TD2, les profs se réunissent, les consignes que je donne à tous les profs c'est quoi? Avant le TD3, et ensuite ce sera avant le TD4. Mes consignes c'est quoi? Envoyez-moi des questions que vous ont formulées les étudiants dans chacun de vos groupes. Le cahier des charges, c'est quoi? Ce sont des questions qui doivent porter sur les aspects essentiels du texte et non pas les détails, la capitaine, un nombre avec 4 décimales bien précis, non. Les éléments essentiels du texte, les concepts essentiels du texte, voilà. Et il faut que la question soit formulée de façon intelligible et que les réponses soient elles aussi à peu près plausibles et pas quel est le nom du neurotransmetteur machin truc, sida, non. D'accord? Les questions sont toutes au même format, une réponse juste, 3 fausses. Le barème, plus 3, moins 1, vous avez l'habitude. Vous aurez 5 questions et vous aurez 10 minutes. Voilà. Ça peut porter sur n'importe quel des textes du TD1 ou TD2. D'accord? Et par rapport à ça, une partie de ces mêmes questions, je les utilise pour le terminal, en janvier. Donc il y a à peu près 20% de mes questions qui sont vos questions. Ils portent sur les textes et non pas sur le CRM. Voilà. Il y avait une autre question. Non? Non, c'était la autre. Autre question? Oui. Si on est dans le TD3, si on est en cours, un interview, on part sur le TD3, ça veut dire qu'on n'a rien à faire. Si l'évaluation est là, il doit pas être correct, il va être non, tu peux faire. on peut les résumer, mais on n'aura pas à faire d'évaluation. Non. TD3, qui est évalué? C'est les pairs ou les impairs? Je n'en rappelle plus. Impair? Oui, les 3 c'est impair. C'est les présents. J'ai bien d'accord. Bon, oui, je divise par 2, il y a un reste, c'est impair. Donc TD3, qui vient? Les impairs. Pendant 10 minutes, ils font l'évaluation. On arrête l'évaluation, on fait les présentations orales. On dit Zoom. TD4, qui vient? Les pairs. On commence, 10 minutes d'évaluation, on finit les évaluations, boum, on passe aux présentations orales, et on avance. Donc pour le TD3, vous êtes évalué sur TD1, TD2, le texte est TD2, mais vous venez avec votre présentation orale pour le TD3, et TD4, c'est pareil. Hein, vous êtes évalué sur TD1, TD2, et vous venez avec votre présentation orale.
5 questions. Chaque question, 3 fausses, une juste. À chaque éval. Voilà. Alors, par rapport à ça, je rappelle. S'il vous plaît, un petit peu de... Je rappelle. L'esprit des TD, c'est quoi? Vous faire lire, vous faire écrire. En priorité. 2, vous faire un peu présenter à l'oral. 3, vous faire acquérir un contenu qui est complémentaire au cours. 4, aller chercher ce contenu dans des médias. Ce n'est pas que des chapitres d'ouvrages scientifiques, c'est aussi beaucoup de la vulgarisation scientifique et ce qu'on appelle la diffusion scientifique. Pourquoi ça? Pour vous apprendre, vous aider à vous construire une grille de lecture, un décodage de ce qui se passe quand les médias, que ce soit des scientifiques qui parlent dans les médias ou que ce soit des journalistes ou quelqu'un d'autre, que sais-je, comment ces gens-là parlent de science et parlent des neurosciences en particulier, parce que c'est ce qui nous intéresse. Et donc 5, 6, vous faire acquérir des contenus complémentaires au cours, c'est-à-dire des aspects que je traite pas en cours, qui apparaissent dans les télés. Frustration. Les résumés ne sont pas évalués. C'est très frustrant. On fait un boulot, on l'envoie, on ne sait pas si c'est bien ou pas bien, on n'a pas de retour. Pourquoi j'ai fait ça? Pour minimiser le travail pour les profs. Parce que 5 x 40 x 4 groupes x 5 TD, vous voyez le nombre de résumés que ça fait? Ça vient de boulot. Par contre, ponctuellement, ma consigne aux enseignants, j'ai vu vendredi matin, ça fait un petit briefing, je leur dis, cette partie-là, vous la gérez comme vous voulez. Et plein de parties dans leur TD, ils les gèrent comme ils veulent, ils ont une liberté d'enseignant. Je leur donne un cadre, ils s'adaptent. Ils peuvent l'aménager. C'est très bien comme ça, c'est pas l'armée. Donc, je leur ai dit, les étudiants, ils sont frustrés parce qu'ils n'ont pas le retour sur les résumés. On dit, libre à vous de prendre un temps dans vos TD, pour prendre des résumés. Bien sûr, on ne peut pas faire un retour exhaustif sur l'ensemble des résumés de l'ensemble des étudiants. Mais au moins, en prendre quelques-uns, et les décrypter, et donner des informations en disant, ouais, non, là, tu as celui-là, il a insisté plus là-dessus, c'est pas bien, celui-là, là, ça c'est très bien, etc. Donner un retour pour vous aider à faire ces résumés. Voilà. Moi, je ne sais pas si dans mes groupes je le ferai. Peut-être que je le ferai, ça dépend aussi des étudiants. Si moi, je prends la demande d'un médecin, on dira ok, donc on va réserver. La prochaine fois, on va démarrer avec ça. On va discuter de ça et je vais prendre quelques résumés et puis on les regardera. Si c'est pas catastrophique, si c'est pas un désir voulant, eh ben, on fera tout. Voilà. Ok? Bien. Alors on attaque avec ceci. Alors s'il vous plaît, je répète, c'est la 3e fois que je le dis, on va essayer de ne pas faire de brouhaha parce que ensuite les enregistrements sont de très mauvaise qualité. Hein? Et si vous n'y arrivez pas, je vais vous foutre dehors. D'accord? Et alors je vais vous foutre dehors de manière plus ou moins polie. Je l'ai déjà fait, ça a démarré, mais maintenant je vais prendre nom, prénom, et puis ça va partir dans le pipeline de la direction, avec une petite note signée de ma part. D'accord? Voilà. Sinon, on ne peut pas gérer. S'il y en a que ça amuse, je ne suis pas sûr que ça les amuse à la fin. Voilà. Pas le bilan. Ça m'est arrivé chaque année, c'est pas un problème, c'est totalement routinier, ça fait partie des problèmes à gérer, ça ne me pose strictement aucun problème. À l'étudiant, par contre, ça peut en poser des problèmes, ça peut être des problèmes importants dans la scolarité d'un étudiant. Je vous le dis, vous êtes au courant, vous êtes adulte, la règle du jeu, vous la connaissez. Et si moi j'estime que vous m'empêchez de faire un boulot correctement, ça va avoir des conséquences significatives sur votre scolarité. Voilà. Ça veut dire que vous gênez les autres. Donc sachez-le, ne perdez pas de vue. Alors, quand on parle du système nerveux, on essaie
on essaie de se repérer. Alors on essaie d'avoir un petit repérage. Alors ici, classiquement, vous voyez, donc ici, ce qu'on a présenté en gris, c'est l'encéphale, ce qu'on appelle le cerveau. Et là, on voit la surface externe, la partie externe du cerveau. On l'a représenté en gris, et c'est ce qu'on appelle le cortex, qui est plissé, qui est un tissu qui est replié sur lui-même. On y reviendra. Et pour se repérer là-dedans, on divise ça avec des plans anatomiques qui sont les mêmes que les plans anatomiques que vous avez vus en anatomie. Donc on a un plan sagittal, on a un plan horizontal, et on a un plan frontal. Et avec ces trois plans, on peut se balader dans un espace en 3 dimensions, un volume. On peut se balader dans ce volume et avoir un repérage précis, savoir exactement où on se trouve. Par exemple, quand on vous fait un scanner, alors c'est vrai pour le cerveau, mais ça va être vrai si on vous fait un scanner du genou, on peut faire des coupes avec le scanner, avec l'IRM, ce qu'on appelle l'IRM, imagerie par résonance magnétique. On peut faire des coupes et on choisit, par exemple, des coupes horizontales comme ça, et on peut choisir la hauteur de ces coupes et faire plein de coupes en hauteur, avec différentes hauteurs. On peut choisir donc, des coupes aussi comme ça, et puis des coupes comme ça, et puis les faire aussi à différents endroits. Et avec l'ensemble de ces coupes, on peut avoir une vision précise de ce volume en 3D, de cet objet en 3 dimensions, qui soit votre genou, ici c'est plutôt le cerveau, et d'avoir une vision de ce volume, de cet objet qui est en 3 dimensions, et le voir sur différentes couches, différentes profondeurs. Voilà. Vous voyez ici représenté, donc vous avez par exemple le plan sagittal, on montre, et le plan, on va dire, on va prendre le plan frontal. Vous voyez ces deux plans, vous pouvez visualiser, ces deux plans, ils ont une intersection. Il y a un endroit où il y a une intersection entre eux. C'est des plans qui sont orthogonaux, ils forment un angle droit. Il y a un angle droit entre eux. Donc voilà, ces deux plans, il y a un croisement de ces deux plans. Dans cette image-là, ce croisement, il est à peu près sur un plan horizontal au milieu du cerveau. Vous voyez, il se situe au point haut du cerveau, tout le long. Donc vous avez ces deux plans qui se coupent comme ça, qui s'interceptent. Et puis vous avez le troisième qui est à peu près au milieu de cette éponge grise. Le plan horizontal. Donc il y a les deux premiers qui sont comme ça, et puis il y a le troisième qui vient comme ça. Le troisième vient intercepter les deux premiers, lui aussi. Et il y a une intersection entre les trois plans. Une intersection entre les deux plans, ça fait une espèce de colonne. Tout ce volume-là est commun aux deux plans, c'est ce que j'appelle l'intersection. Si vous voulez, le volume ici est inclus à la fois dans le premier plan et dans le deuxième, si vous réfléchissez en termes d'ensemble. Et maintenant, je rajoute le troisième plan qui vient là, et je regarde le volume qui est commun au premier plan, deuxième plan et troisième plan. C'est ce que j'appelle l'intersection. Et c'est un petit cube qui est au milieu. C'est un petit cube là, il y a un petit cube qui appartient aux trois plans. Et il n'y en a qu'un seul qui appartient aux trois plans. Ce cube-là, dans le jargon de l'imagerie cérébrale, on appelle ça un voxel. V-O-X-E-L. Voxel. Ça vous rappelle, pour l'image, le pixel. La résolution d'une image c'est plan. On la découpe en coordonnées horizontales et verticales, horizontales, et on obtient des petits bouts de couleur qui sont tout petits, qu'on appelle des pixels. Et ça, vous êtes familier avec ça. Et bien là-dedans, c'est un volume, et on appelle ça un gros volume, voxel. Donc c'est la même idée. Donc on découpe, on peut découper avec de l'imagerie par résonance magnétique. Votre cerveau, on fait une image par voxel. On peut faire une image. Voilà. Ça c'est une application. En bas, on a différentes coupes de l'encéphale, on dit ce qu'on appelle le cerveau. On a de nouveau une coupe horizontale, une coupe sagittale
et une coupe frontale. Alors, ça c'est la coupe horizontale. Ça c'est la coupe horizontale avec l'avant du cerveau, l'arrière du cerveau. Ça c'est la coupe sagittale avec l'arrière du cerveau ici, l'avant ici. On reconnaît ici le bulbe rachidien qui va continuer à se prolonger et va donner. Le micro va mourir bientôt. Et va donner la moelle épinière. Hein, en dessous du bulbe rachidien, on va voir la moelle épinière qui descend dans notre colonne vertébrale. À l'arrière ici, on a le cervelet. Ici, on y reviendra, on a la partie qui gère la vision dans le système nerveux. Sur la coupe, ici, du plan frontal, donc on divise le cerveau, si vous voulez, par un plan qui est vertical, et on va avoir un côté gauche et un côté droit du cerveau. On dit hémisphère gauche et hémisphère droit, avec la séparation ici. Voilà. Et on reviendra sur pas mal de choses qui sont représentées dans ces images. On a d'autres types de repères anatomiques, ça c'était le premier. On a d'autres façons classiques de parler de l'espace du cerveau, donc se repérer spatialement dans le cerveau. Et on va parler de dorsal, de ventral, ça c'est des mots qui vont revenir. Donc ventral c'est vers l'avant, dorsal c'est vers l'arrière. En ce qui concerne la moelle épinière, il y a une corde dorsale, il y a une corde ventrale. Il y en a une qui est sensitive et l'autre qui est motrice. Voilà, c'est donc un vocabulaire qui revient. On a aussi un autre vocabulaire qui revient, c'est antérieur, donc c'est comme ventral, ou alors postérieur, comme dorsal, et qui sont associés avec un vocabulaire qui vient plutôt de l'étude de l'animal. Donc antérieur, c'est rostral, hein, donc avant c'est rostral, le rostre. Hein, je ne sais pas ce que c'est que le rostre, c'est un terme qui n'est pas usité trop dans la langue ordinaire. Et postérieur, une caudale, la queue. Alors la queue sur l'animal, elle est à l'arrière. Donc bon, ça c'est hérité de l'étude de l'animal. Mais ça reste classique. Ensuite, il y a une autre terminologie qui revient souvent, c'est ipsilatéral. Alors ipsi, probablement du grec, ou alors du latin qui vient du grec. Ipsilatéral, c'est-à-dire même côté, et contralatéral, c'est côté opposé. Ça aussi, c'est une terminologie qui revient. Et vous savez dans le poids en particulier, ça trouve une application. C'est quand on parle de la fonction motrice, eh bien on sait que les voies, alors la voie pyramidale, elle croise, vous l'avez vu ça en première année? Oui, non? Qui l'a vu en première année? Vous l'avez vu. Okay. Donc la projection du cortex moteur vers les muscles descend d'une voie, on va revoir, et cette voie, au niveau médulaire, en arrivant dans la moelle épinière, tout un peu avant la moelle épinière, on dit qu'il y a une décussation, elle décusse, et elle change de côté du corps. Ce qui fait que si vous avez une lésion dans le cerveau à droite, vous allez avoir un symptôme du côté opposé, contralatéral, à gauche. J'en ai parlé la dernière fois sur la méthodologie qui reprend dans l'entreprise de localisation des fonctions. Je vous avais dit oui, lésion ici, essentiellement contralatérale, mais attention, il y a des limites parce qu'on sait aussi qu'il y a de l'activité ipsilatérale. J'y reviendrai un peu, mais pas forcément énormément. Je vous rappelle rapidement l'essentiel des réseaux de neurones qui contrôlent ma main gauche sont situés à droite, donc contralatérale. L'essentiel. Mais ce n'est pas exclusif. Il y en a aussi qui se situent du même côté, donc ipsilatéraux. Mais l'essentiel est contralatéral. Mais ce n'est pas exactement, uniquement contralatéral. On sait aujourd'hui que ça, c'est faux. Hein, on sait que c'est réparti de deux côtés, mais essentiellement d'un côté. Nuance.
Puis on verra que ça peut être même encore un peu plus compliqué que ça. Ou au choix plus intéressant. Alors, donc on se retrouve ici avec une coupe, c'est un schéma sur le plan sagittal, et la coupe elle passe entre les deux hémisphères. À quoi ça correspondrait? Bien, je prends un cadavre dans mon frigo, dans la cave. C'est standard. Je prends la tête, et je la coupe au milieu. Je fais bien attention, je la coupe bien au milieu, et je retire un des deux hémisphères. C'est-à-dire que si ça c'était moi, ça ne ressemble pas trop en fait, mais bon. Si ça c'était moi, on aurait enlevé toute cette partie. On enlève donc l'hémisphère gauche et on voit l'hémisphère droit, là, de côté, selon une coupe sagittale. Voilà ce que vous voyez. Et vous voyez la fosse nasale, comme repère anatomique ici. Vous voyez la fosse nasale. Vous voyez ici l'os du crâne, qui fait tout ça. Vous voyez ici le début des vertèbres cervicales, là. Alors qu'est-ce qu'on reconnaît? Bien, on reconnaît ici de nouveau cet axe vertical qui démarre, le bulbe rachidien, qui devient l'avant épinière, donc qui va du niveau central au niveau caudal jusqu'en bas. On reconnaît le cervelet, qui est nommé ici. Toute cette partie donc, qui est mon hémisphère droit vu de l'intérieur, vu de l'intérieur. Ça c'est mon cerveau, c'est ce qu'on appelle le cerveau. On l'a coloré, ce coup-ci on l'a coloré en marron précédemment, on l'avait coloré en gris, tout ça c'est des schémas, on verra un petit peu les couleurs que ça peut avoir. Et puis post-mortem, ça a des couleurs encore différentes. C'est-à-dire après la mort. Ici, vous voyez, ça c'est un vrai cerveau qui a été découpé. Vous voyez, ça a été coloré, il a une couleur orange, pas sa couleur naturelle. Bon, et puis, donc on a notre cortex, et puis on a d'autres structures qui sont présentes. Alors, le bulbe rachidien, le mésencéphale, le diencéphale ici, avec le thalamus. Et puis ici, on a une grosse structure aussi intéressante sur laquelle on reviendra. On verra, donc tout ça, c'est ce qu'on appelle le tronc cérébral. Alors, le tronc cérébral, c'est un ensemble de structures, c'est très vaste. C'est un ensemble de structures, donc mésencéphale, le pont, là, le bulbe rachidien. Tout ça, c'est le tronc cérébral, et il y a des structures qui sont très impliquées dans certaines fonctions motrices qui sont là-dedans. Notamment la posture. Le contrôle de la posture, il y a des centres nerveux qui sont situés là-dedans et qui sont très impliqués dans la gestion de la posture. Quand je dis centre nerveux, qu'est-ce que ça veut dire un centre nerveux? Ça veut dire qu'à cet endroit-là, il y a un paquet de neurones interconnectés, des réseaux, qui gèrent telle fonction et qui sont impliqués dans la gestion de telle fonction. Qu'est-ce que je veux dire par gérer et impliquer dans la gestion de telle fonction? Ça veut dire que si ils sont lésés, on va voir que ça marche moins bien, la fonction. Voilà. On ne sait pas très exactement dans le détail ce qu'ils font. Tous les 5 ans, tous les 10 ans, la connaissance de ce que font ces différents centres nerveux, comme je dis, évolue, on progresse, mais on ne sait pas encore forcément exactement ce qu'ils font, comment ils gèrent, quel est leur rôle. Mais en tout cas, ils sont impliqués dans l'exécution, la réalisation de la fonction adaptative de l'individu qui nous intéresse. Et là, dans ce dont j'ai parlé, c'est par exemple la posture. Voilà. Voilà ce que j'entends par ça. Centre nerveux, ça veut dire un paquet de neurones qui sont interconnectés, ça veut dire un réseau. Impliqué dans gestion d'eux, ça veut dire qu'on sait très bien que s'ils sont lésés, ça marche pas bien. Autre raisonnement, si l'enfant est en train d'apprendre à se tenir debout, eh bien dans ces centres-là, il va y avoir de la plasticité, il va y avoir de la modification. J'aurai pas mal de textes sur la plasticité, vous l'avez peut-être déjà lu aujourd'hui. Donc vous allez commencer à apprendre ce que c'est la plasticité. Ces modifications synaptiques qui sont l'ancrage à la fois de la mémoire et de l'apprentissage. C'est la base de la constitution de réseau. Constitution, dissolution, transformation, réorganisation des réseaux pour supporter l'apprentissage, la mémoire,
la compensation de pathologie. Voilà. Il faut de la plasticité pour qu'il y ait tout ça. Alors, ici, là, donc, je vais le faire avec la souris puisqu'il n'y a plus de pointeur laser en stats. Cette partie que l'on voit ici, donc, c'est du cortex. Autrement dit, hein, c'est ce qui correspond à ce qu'on appelle plus communément le cerveau. Toute cette partie-là. C'est du cortex, mais où est-ce que ça se situe? Est-ce que le cortex il se situe en profondeur ici? Hein? Je vous dis, j'enlève ces encéphales et je regarde ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon cortex, qui a la surface qui est très plissée comme ça, hein, qui a la surface qui est très plissée, quand j'arrive au milieu du cerveau ici, il descend dans le cerveau, à la verticale. Hein? Ça fait comme ça en fait. Vous voyez ce que je suis en train de parler? Là, ceux qui sont un peu loin, c'est plus difficile. Et j'ai enlevé la partie gauche. Donc qu'est-ce que vous voyez? Ça. Donc à l'intérieur, entre les deux hémisphères, il y a le cortex qui rentre en profondeur. Voilà. Et il n'y a pas donc juste cette partie-là. Il y a aussi une partie logée à l'intérieur. Que l'on voit ici, sur cette image, spécifiquement. Alors le cortex, c'est quoi? Le cortex, c'est la couche supérieure. C'est la croûte dans le cerveau. C'est la couche supérieure. Alors, quand on utilise le mot cerveau, en fonction de qui l'utilise, de quelle référence, etc., on peut parler du truc dans son ensemble, ou on peut parler du cortex, bon, je ne sais pas trop de quoi on parle, encéphale, bon, on enlève le livre, on enlève là. Le cerveau, en général, dans l'usage, quand on parle du cerveau, on parle du tout paquet, quoi. On ne parle pas du système nerveux en entier, puisque ça inclut aussi l'américain. Et quand on dit le cerveau, en gros, on dit bon, tout ce qui se situe dans la boîte crânienne. Et donc, ça implique tronc cérébral, plus éventuellement le cerveau, alors encore que celui-là, rarement le met derrière le cerveau, dans l'ensemble du cerveau. Mais souvent, dans le cerveau, on met tout ce qui est dans le crâne. Et dans le crâne, il n'y a pas que le cortex. Et puis parfois, il y a un usage du cerveau qui est spécifiquement pour désigner cortex. À aucun moment, on serait interrogé là sur cette nuance. Là, je vous alarme juste sur des usages. Donc, je pense que vous pouvez lire ou entendre. Les uns, quand ils parlent de cerveau, c'est un peu flou, c'est tout ce qu'il y a dans la boîte crânienne. Les autres, quand ils parlent de cerveau, ils parlent plus de cortex. Vous l'en gardez par rapport à des usages qui sont un peu comme ça. Alors, je reviens. Le cortex, c'est quoi? C'est la couche supérieure. Il fait quelques millimètres d'épaisseur. Le truc gris au départ, hein, ou plissé, hein, le cortex, c'est juste la couche supérieure. Qui est plissé. On va le voir dans différents coups. Ça fait quelques millimètres. Et ce cortex, il n'est pas homogène. Il n'est pas homogène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je me balade sur le cortex, à l'avant, à l'arrière, à gauche, à droite, et que de temps en temps je fais une carotte glaciaire, je prends le tube, je rentre, je l'enfonce dans le cortex, je ressors mon tube et je regarde comment il est structuré. En fonction de l'endroit où je me balade dans mon cerveau, je ne vais pas avoir le même résultat. C'est en ce sens que je dis qu'il est hétérogène. Il n'est pas le même là et là. C'est pas uniforme. Alors ici, il y a 3 endroits, c'est un exemple. Hein. On est allé chercher dans le cortex 3 endroits différents pour vous montrer que effectivement, il y a une différence de structure. Vous avez 3 endroits différents dans le cortex, un premier, un deuxième, un troisième, et vous voyez que c'est pas la même image. En termes de structure, c'est pas la même chose qu'on dit. Alors ici, vous avez différentes couches. Il y a une hétérogénéité, donc il y a une double hétérogénéité. Si je me balade à la surface du cortex, imaginez que le sol, c'est le cortex, et puis je me balade, je vais vers l'avant, que là, c'est l'avant, là, c'est l'arrière. Je vais vers l'avant, le milieu, l'arrière. Il y a une différence, donc c'est hétérogène. Première différence. Si je fais une translation à la surface du cortex, ça change. Deuxième
chose, si je vais en profondeur, je prends un endroit du cortex, voilà, et je vais regarder en profondeur, et là aussi, il y a une différence de structure en fonction de la profondeur dans laquelle je suis, dans le cortex. Donc le cortex est composé de différentes couches en profondeur. Sur quelques millimètres, sa structure n'est pas organisée de la même manière. 1er millimètre, 2e millimètre, 3e millimètre, etc. C'est même inférieur au millimètre. Donc il y a une hétérogénéité sur la verticale aussi. Donc il y a plusieurs couches, moléculaires, polaires, pyramidales, etc., etc. Vous n'allez pas mémoriser cette liste-là, hein. Mais vous avez à vous rappeler qu'il y en a une en particulier qui s'appelle le pyramidal, la 5. Hein. Et il y a 3 aussi, il y a pyramidal. Et ces deux-là, elles nous intéressent particulièrement. Alors, on voit quelque chose de particulier apparaître, peut-être surtout sur l'image du milieu. Là, vous avez la couche 5, et là, vous avez la couche 3. Là. Vous voyez? Ici et ici. Je reviendrai, il faudrait que je vous montre une autre image pour compléter un petit peu cette idée-là. Donc ici et ici, qu'est-ce qui apparaît en noir? Qu'est-ce qui apparaît en noir? Peut-être un peu petit, là, parce que je ne peux pas mettre en plein écran. Ce sont des triangles noirs qui apparaissent. Vous les voyez? D'où l'idée de pyramide. Vous les voyez? Oui? Non? C'est assez gros? Vous voulez que je zoome? Je zoome un petit peu, et puis je reviens en arrière. Alors j'étais à 50. Un petit peu, j'avais dit. Hop là. Calme-toi, petit. Mieux? Mieux? Bon, ça va être plus compliqué. Ça va être compliqué mais de faire mieux que ça. On voit les triangles qui apparaissent. Ce sont donc pyramides. D'où la terminologie pyramidale. Hein? Pyramidale. Donc je vais rezoomer, donc je vais rester 2 secondes là-dessus. Pourquoi? Alors c'est des pyramides, parce que là on les voit en plat, hein. Ça fait des triangles qui sont en plat, c'est des coupes comme ça. Mais en fait c'est en 3D, hein. Ça ressemble davantage à un cône. Ce sont des corps de neurones, des corps cellulaires de neurones. Hein? Chaque pyramide noire ici, en couche 3 et en couche 5, sont des corps cellulaires de neurones. Vous voyez que c'est des corps cellulaires qui sont gros, hein, qui sont comaques, qui sont costauds. Et ils sont intéressants parce que ce sont nos neurones, les neurones, c'est eux les neurones sportifs. Hein, pour faire une blagounette, un des films, des cours, je l'ai appelé le neurone majuscule, le neurone sportif. Mais en fait, les neurones sportifs, c'est un peu cela. C'est pas totalement vrai, c'est pas vraiment localisé, mais c'est un peu cela. Pourquoi? Parce que ce sont les neurones moteurs, ces neurones pyramidaux. La voie pyramidale, c'est la voie qui amène du cortex vers la moelle épinière, et ensuite de la moelle épinière vers les muscles, pour contracter les muscles. Le point de départ de la voie pyramidale, c'est dans ces couches-là. Ce sont ces neurones-là qui ont des axones qui sont très longs, hein, 30 cm, 40 cm, qui vont descendre, même plus. Ces axones, qui vont le prolongement de ces neurones pyramidaux, qui vont descendre, qui vont croiser, et qui vont aller jusque dans la moelle épinière, aux endroits où elle va se faire une connexion avec d'autres neurones qu'on appelle des motoneurones alpha, et qui vont se connecter aux muscles. Et ici, si je viens ici, ça va me prendre, on va voir, ça sera ici. Voilà. Donc c'est le point de départ de la voie pyramidale. C'est les neurones moteurs. Dans la moelle épinière, on parle aussi de neurones moteurs. Là, c'est les neurones moteurs qui sont dans le cortex. Et ils sont pyramidaux, ils sont très beaux. Ils ont des axones super longs, qui doivent se projeter jusqu'à dans la moelle épinière. Donc ces 2 couches nous intéressent. Les autres, bon, on passera ça sous silence. Je crois que j'avais mis sur 50. Okay. Il y a encore d'autres choses ici hein, qui se jouent dans cette hétérogénéité. Brièvement, et j'essaierai de vous trouver, si j'y pense, j'essaierai de vous trouver une image de ça. Dans ce cortex, donc, imaginez que je suis dans une couche du cortex, ici, comme si j'étais là-dedans. Il y a une organisation
des réseaux verticales, avec des connexions sur la verticale. Vous voyez? Du câblage qui connecte sur la verticale. Comme ça, vous avez des colonnes. Hein? Imaginez des colonnes de neurones. Ils sont organisés en colonnes verticales. Qu'est-ce que ça veut dire, organisés en colonnes verticales? Ça veut dire qu'ils sont très connectés le long de la verticale. Celui-là est très connecté à celui-là, à celui-là, à celui-là, à celui-là. Ça c'est en couche supérieure du cortex, hein, tout en haut du cortex, pas loin du crâne, vous avez l'organisation horizontale. Hein, les neurones sont connectés sur l'horizontale. Donc, vous voyez toute cette structure. Et là encore, c'est simplifié, hein, c'est assez simplifié. Le cortex, oui, vous pouvez ici noter une chose très clairement, c'est que le cortex est organisé en colonnes verticales. C'est-à-dire qu'il y a des sous-ensembles. C'est une organisation en sous-ensemble. Hop, une colonne. À côté de ça, une autre colonne. À côté de ça, une autre colonne. Si on fait de l'anatomie du cerveau, on le voit. On voit cette organisation en colonnes. Et ces colonnes, elles sont perpendiculaires à la surface du cortex. Perpendiculaires. C'est-à-dire que si le cortex il fait un glissement vers l'intérieur, comme ça, et bien les colonnes, elles vont suivre le glissement parce qu'elles sont orthogonales à la surface. Comme ça. Toujours orthogonales à la surface. Alors, ça, c'est l'anatomie du cortex. Et bien souvent, quand il y a de l'activité, tous les neurones, alors, pas exactement, mais l'essentiel des neurones d'une colonne sont synchronisés. Ils marchent par colonne. Vous voyez, il y a une équipe aux colonnes 1, tous les neurones dans cette colonne, ils sont synchronisés quand c'est actif. Vous vous rappelez l'image de la fois dernière, il y avait tous ces neurones synchronisés qui déchargeaient tous en même temps, puis silence, tous en même temps, puis silence, tous en même temps, puis silence. Et je vous avais dit, c'est comme si on frappait la main, toute la salle, et il faut qu'ils soient synchronisés. Et cette synchronisation, elle est beaucoup plus élégante dans chaque colonne. Quand il y a de l'activité dans un réseau de neurones, et si on regarde dans une colonne, il y a de fortes chances que les neurones dans une colonne, dans la même colonne, soient synchronisés entre eux, mais ils soient moins synchronisés avec la colonne d'à côté. Voilà. Donc c'est comme si ça fonctionnait en équipe. Et quand je dis synchronisé, ça veut dire que leurs potentiels d'action sont synchronisés. Vous prenez deux personnes, vous leur dites de frapper dans leurs mains, mais donc vous dites, bon, mais ça, c'est ma métaphore pour penser un neurone. Chaque fois qu'il frappe dans sa main, c'est un potentiel d'action qui est généré par le neurone 1. La deuxième personne frappe dans sa main, chaque fois qu'elle frappe dans ses mains, elle génère, mon neurone génère un potentiel d'action, c'est ma métaphore de neurones. Eh bien, quand je dis qu'ils sont synchrones, c'est qu'ils vont générer des potentiels d'action en même temps, c'est-à-dire qu'ils frappent dans la main en même temps. Bam, 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 bam. Voilà. On voit ça dans le cerveau. Énormément de synchronisation. Pas que de la synchronisation, mais on en voit énormément. Alors, s'il n'y avait que de la synchronisation, ça poserait problème. Mais on en voit beaucoup. Trop de synchronisation, c'est une crise d'épilepsie. On en reparlera. C'est une pathologie. Par contre, un peu de synchronisation, c'est un comportement sain dans le cerveau. Alors ici, on se retrouve avec un autre repérage. On ressort du cerveau, on le regarde à l'extérieur. Là, on regarde le cerveau, la surface du cortex du côté gauche, comme ça. Donc, ce qu'on voit ici, c'est l'hémisphère gauche, l'avant, l'arrière. On retrouve ici en bas cette structure qui est plissée avec des plis qui sont beaucoup plus petits. C'est le cervelet. C'est le cervelet. Et puis le reste, donc, c'est le cortex. Je m'arrête 2 secondes sur le cervelet avant d'oublier. Mais j'essaie de compléter mon cours cette année. On a découvert récemment, c'est assez récent, que le cervelet faisait beaucoup plus que ce qu'on croyait. Le cervelet
c'est une structure donc, qui a des millions de normes, même des milliards de normes. C'est une structure très compliquée, très sophistiquée. Et on lui attribue comme fonction essentiellement des fonctions sensorimotrices au cerveau. Et des fonctions sensorimotrices un peu de bas étage. Un peu de bas étage. On voyait le cervelet comme un module sensorimoteur, c'est-à-dire qui permet d'assurer des fonctions motrices, de mouvement et de perception, de coordination, etc., de timing, mais élémentaire, avec un peu d'apprentissage, mais pas trop. Et on verra, hein, les autres structures qui sont impliquées dans le mouvement, c'est un début du cours, et en particulier ce chapitre. Donc le cervelet, on le voyait comme ça. Une partie du cerveau, de l'encéphale, donc le moteur, qui est impliquée dans le mouvement et qui fait des opérations très sophistiquées, la coordination entre les mains par exemple, mais est un fonctionnement un peu rudimentaire. Il n'est pas responsable de l'apprentissage de niveau geste un peu compliqué, de l'assemblage de niveau geste, il n'est pas responsable de la compréhension des gestes des autres qu'on est en train d'observer, etc. Il est un peu classé comme ça, le cerveau. Et il y a des propriétés très particulières, il y a des cellules nerveuses dans le cervelet qui sont nulle part ailleurs dans le cerveau, qui sont très particulières. Les cellules de Purkinje, les cellules de subcellules de Purkinje en particulier. Je reviendrai peut-être. Et il a une autre particularité, le cervelet, c'est qu'on y retrouve des rythmes très rapides dans le cerveau. Des activités cérébrales très rapides, avec des rythmes très rapides. Bon. Eh bien, on s'est rendu compte assez récemment, j'ai vu une publication qui date même pas de 6 mois, un très gros journal, je faisais un peu le bilan de tout ça. Le cervelet était responsable aussi d'opérations qui étaient beaucoup plus abstraites que ça. Il était possiblement impliqué aussi dans le calcul mental ou dans la représentation de certaines propriétés mathématiques qu'on utilise quand on raisonne sur le monde, sur la géométrie. Ouais. Donc, ce qu'on a compris du cervelet, c'est en train d'évoluer. C'est pas rare en neurosciences. Hein. C'est pas rare. Je reprends. On est en train de se rendre compte que le cervelet est impliqué dans des mécanismes, des opérations beaucoup plus sophistiquées, beaucoup plus abstraites, et certaines d'entre elles sont impliquées dans des raisonnements géométriques ou dans des raisonnements mathématiques. Donc là, la représentation de ce que fait le cervelet est basée sur la science, hein, c'est des mesures sérieuses, hein, mais ça évolue, parce qu'on fait des expériences mieux, on a des meilleurs outils de mesure, on a des meilleurs outils d'analyse, avec des théories, des concepts, et des méthodes d'analyse meilleures, plus puissantes. Donc, ce qu'on comprend des différentes parties du cerveau, c'est en train d'évoluer, ça évolue, ça change, ça progresse. Ça progresse. Donc ça, c'est une parenthèse sur le cervelet. Je reviendrai parce qu'on parlera des rythmes, des rythmes rapides, vous me faites des choses un peu tangibles là-dessus. Est-ce que vous vous rappelez la durée de, vous avez peut-être vu l'an dernier, la durée de, je vais parler d'un potentiel d'action. 1 milliseconde. Un potentiel d'action, pour que vous ayez un ordre de grandeur, c'est 1 milliseconde. Ça veut dire qu'on peut l'avoir en 1 seconde, on peut l'avoir 1000. Ça ne veut pas dire qu'un neurone est capable d'envoyer 1000 potentiels d'action par seconde. Non. Mais 1 milliseconde, c'est, je prends 1 seconde, je divise en 10. D'accord ? Ça, c'est l'ordre de grandeur du potentiel d'action du neurone. Donc, c'est petit, mais c'est pas extrêmement petit. Hein, en termes de durée. C'est pas une nanoseconde, et c'est pas un millionième, un milliardième de seconde. Hein, donc c'est pas très petit, une seconde. Ça dépend à quelle échelle, par rapport à quoi, on le regarde. Bon, après, si nous on fait un geste, ça dure combien un mouvement? Ça dépend des mouvements. Si je fais un service en tennis, si je fais un coup droit, si je fais un coup en tennis, un coup comment il s'appelle, un top spin, un service, si je fais un jab en boxe, si je fais un cadrage débordement en rugby, je peux avoir à peu près le même geste, ça ne va pas comme ça
en handball. Quelle sont la durée de ces différents gestes sportifs? Alors, et après, on peut s'intéresser à la vie de tous les jours, parce que vous allez faire tout ce que vous savez par le sport. Il y en a qui s'intéressent à d'autres activités. La santé en général, on ne peut pas exclusivement sur le sport. Hein. Et donc, je ne sais pas, moi, quand je fais mes lacets, le mouvement il dure combien de temps? Ce mouvement est composé de sous-mouvements qui vont durer combien de temps? Rappelez-vous le cours en distanciel brutaux en contrôle-moteur du semestre dernier. Je disais, on peut découper les habiletés en sous-habiletés. Quand je fais mes lacets, combien de sous-habiletés je peux découper? Est-ce que je peux découper ce mouvement en sous-mouvements et combien de temps il dure? Quand je mange, les gestes élémentaires que j'utilise quand je mange, je coupe, je porte à la bouche, combien de temps ça dure? Quand je fais la cuisine, quand je me lave, quand je brosse les dents, quand je suis sous la douche, quand je conduis, etc. Combien ça dure? Bon, mais ça dure entre une fraction de seconde, ça dure 500 millisecondes, ça dure jusqu'à une seconde, mais la plupart de ces gestes, ils durent autour de la seconde ou quelques secondes. Vous voyez, entre une demi-seconde, je ne sais pas, ça ne peut pas mettre une demi-seconde, hein, une approximation, entre une demi-seconde et quelques secondes, ces gestes élémentaires. Je ne les ai pas définis très clairement, mais je pense que vous avez une idée de ce que je parle. Il y en a d'autres gestes élémentaires hein, qui sont compliqués. Les mouvements des yeux, c'est des gestes élémentaires. Combien de temps ça prend? Les saccades, je regarde dans la salle du boulot. Quand je parle, quand je parle, parce que ça c'est sensorimoteur. Hein. En plus, moi, quand je parle, c'est quoi? Je parle, comme ça. Non, là, j'y arrive pas. Je sais pas, il y a un truc qui va trop vite, j'y arrive pas. Donc ça part vite. Vous vous rendez compte? Le système articulatoire, non? On va faire les sons. Combien de temps ça dure? Bon, là, ça va un peu plus vite. Hein. Là, ça doit être en dessous de la demi-seconde, directement. 100 millisecondes, 200 millisecondes, 250, c'est le quart de la seconde. Ok? Donc ça, c'est notre ordre de grandeur mouvement. Un autre calage du temps qui peut être intéressant, comme ça, pour avoir des notions un peu absolues des ordres de grandeur, c'est si je me tiens debout et que je relâche tout et je me laisse tomber sur le sol, combien de temps ça va prendre? Si ma grand-mère, quand ma grand-mère, c'est facile, hein, c'est arrivé, quand ma grand-mère s'est vautrée et s'est cassé le col du fémur, combien de temps ça a pris en fait? Dans le cas le plus rapide possible, c'est-à-dire la chute libre, pas je tombe, je m'appuie sur quelque chose, je continue à tomber, qui ralentit la chute. Non, la chute la plus rapide possible pour un être humain qui se laisse tomber sur le sol. Vous voyez? Imaginez encore une fois le Violetta, comme dans les films. Est-ce que vous avez une idée de comment ça peut se calculer cette affaire-là? Avant de m'avoir subi en électro-mécanique. Comment on ferait? Il y a des scientifiques dans la salle? Où se situe le centre des masses pour un être humain? Vous savez? Il se situe là? Il se fout de la gueule? Il se situe là? Non. Il se situe où? Là? Ah. Là? Non. Le centre de gravité, le centre des masses, les cousins. Vous savez où il se situe? Où? Chromostats, vous allez aller, je vais vous filmer dans 2 secondes, vous allez aller sur internet à la question où se situe le centre des masses. Si vous n'arrivez pas à répondre, là, si vous n'osez pas répondre, vous allez être célèbre, hein? Au bassin. Mieux, plus précis. Un peu au-dessus du nombril. Au nombril. En utilisé entre 2 vertèbres, au niveau de certaines vertèbres. Vous l'avez vu en anatomie ou ailleurs? Quelle vertèbre? Non? Non, vous n'avez pas vu ça? Si? À peu près au niveau du nombril, ok? Alors ça, c'est si je me tiens comme ça. Si je me tiens comme ça, le centre des masses, il sort de mon corps.
centre des masses, c'est un point abstrait mécanique. Il n'est pas taché hein, les vertèbres. À la naissance, on va le centre des masses. C'est fait. Hop, il est là le centre des masses, c'est bon. Vous pouvez service suivant. Non, le centre des masses, hein, c'est un calcul pondéré des moyennes des masses du corps. Donc en fonction de comment je bouge et comment je me tiens, le centre des masses, il peut sortir du corps, il n'y a aucun problème. Hein? Bon. Donc vous savez ce que c'est le centre des masses. Donc si vous prenez le centre des masses d'un individu normal, moyen, pas moi, j'ai dit normal, avec une taille normale, une croissance normale, merci papa, merci maman, vous le trouvez à une certaine hauteur. Et vous voulez savoir combien de temps ce centre des masses va mettre pour tomber par terre. Combien de temps ça met? À combien vous mettez votre centre des masses? 1 mètre. Ça dépend des gens. Hein, il y a qui comme ça, il y a qui comme ça. Bon, 1 mètre. Admettons 1 mètre. Bon alors les scientifiques, là, ça y est, vous avez calculé combien de temps mon centre des masses va faire pour tomber sur le sol en chute libre. Je le lâche. Boum. Les grimpeurs, je suis libre. P égale MV. Non. C'est quoi? Le poids. Je pose tout, je retiens rien. Ça va être du capitaine. La masse multipliée par G. On a besoin de ça pour calculer le temps que met le centre des masses à tomber sur le sol? Non, on n'a pas besoin. C'est une blague. On a besoin de G. G, 9,81. 9,81. C'est l'accélération de mon centre des masses en chute libre, attiré par la Terre. Si je suis accéléré à 9,81 mètres par seconde, ça veut dire que ma vitesse est de combien? Ma vitesse, V égale 9,81 fois T, T en secondes. Ça, c'est ma vitesse. Ça veut dire que toutes les secondes, je prends 9,81. J'ai une hauteur de 1 mètre. Vous dites 1 mètre. À 9,81 T mètres par seconde, combien de temps me faut-il pour parcourir 1 mètre? Vous avez 2 secondes. Donc, ce temps-là, vous allez calculer chez vous, vous allez calculer maintenant pour écoutez, ça va vous donner aussi un temps caractéristique et qui nous caractérise, nous, humains, dans notre comportement. Hein? Un gamin, il tombe tout le temps. Bon, lui, c'est à son échelle. Il va tomber très vite, puisqu'il va tomber, son centre des masses est plus bas. Donc lui, son centre des masses, il va accélérer le aussi à 9,81, et sauf qu'il va faire 30 cm, 40 cm, 50 cm en fonction de sa taille, et ça va aller plus vite par terre. Boum, 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 boum. Ça, son cerveau, ça va lui donner un temps. Et mon gars, il faut réagir, hein. Et mon gars, il faut réagir plus vite, il faut mettre des mains. Mais combien de temps t'as pour mettre des mains? Une milliseconde ou une seconde? Eh bien, l'enfant, il va apprendre. Son cerveau va apprendre combien de temps il a pour réagir. Parce que les muscles, il a un coup de tête, il ne veut pas un coup de tête. Il se dégoule pour faire ça. Donc, ça nous donne une idée du temps du mouvement. Je vous laisse calculer, hein. Je vous laisse calculer, quand il y en a qui ont la solution, ils viennent au tableau, ils la font. Ils ne viendront pas. Par rapport à tous ces temps dont j'ai parlé, la milliseconde, c'est quoi? Je reviens à la milliseconde de neurones. Eh bien, si j'ai des actions qui durent entre une demi-seconde et 1, 2 ou 3 secondes, la milliseconde, c'est quand même court. Donc, l'échelle du potentiel d'action, en temps, c'est 1 millième de l'échelle de l'action, du mouvement. 1 millième. Donc, c'est vraiment beaucoup plus rapide, le neurone. L'échelle du neurone, c'est 1000 fois plus petit que l'échelle du mouvement. En quelque sorte, d'une façon de voir. Vous vous donnez un ordre de grandeur. Pour vous, le mouvement, vous en avez une intuition un peu générale. Hein? Vous en avez une intuition générale, une intuition qui est de par votre vécu sportif, votre vécu éventuellement d'entraîneur ou coach de l'autre côté,
formels ou informels. Vous avez aidé aux copains, vous avez commencé à aider des groupes, des enfants dans des clubs, etc. Et puis, vous avez un an derrière vous d'études en stage, qui fait dans votre parcours en an. Et c'est bien, de temps en temps, derrière ce mouvement, quand même, de mettre des choses tangibles. Combien de temps ça fait en moyenne chez un être humain? Quelles sont les forces maximales qui sont impliquées? Quelle énergie en moyenne qui est utilisée, l'énergie cinétique pour un mouvement? Lequel? Dans quelles conditions? On va avoir des repères. Et la durée, c'est aussi un repère intéressant. C'est quoi les durées possibles d'une petite séquence de mouvement ou d'une petite unité de mouvement? Et à côté de ça, vous mettez votre neurone et essayez de prendre un. Ah ouais, le neurone. Le neurone, c'est quand même beaucoup plus rapide. Beaucoup plus rapide. Et ce raisonnement-là, avec juste un neurone, l'action de neurone, ça dure une milliseconde, on va dire, et l'action d'un humain, donc l'échelle macroscopique, on va dire, ça dure une seconde. C'est une grosse approximation. Donc c'est 1000 fois plus lent. 1000 fois plus lent. Hein? Ça, c'est une façon de voir. Notre cerveau, il est moins rapide que ça. Notre cerveau, je vous avais dit, la bonne métaphore pour comprendre le cerveau aujourd'hui, me semble, je ne suis pas tout seul, c'est ça, j'ai rien inventé. La bonne métaphore, c'est la métaphore d'une équipe. Et dans cette équipe, les membres de l'équipe, ce sont les neurones. Le neurone, je vous ai dit, un potentiel d'action, il peut en produire un en 1 milliseconde. Il ne peut pas produire le suivant juste 1 milliseconde plus tard. Il a un petit temps, une période réfractaire pendant laquelle il ne peut pas produire de potentiel d'action. Donc 1 milliseconde après le premier potentiel d'action, il ne peut pas en produire un. Ça lui prend beaucoup plus de temps. Donc il ne va pas vraiment à 1000, il ne peut pas produire 1000 potentiels d'action par seconde. Non, il est un peu plus lent que ça. Ça, c'est le neurone. Mais l'équipe de neurones est plus lente que le neurone individuel. Quand vous mettez un paquet de neurones ensemble et vous regardez le fonctionnement collectif de l'équipe, donc la moyenne du fonctionnement des neurones, c'est plus lent. C'est plus lent. C'est plus lent. Vous vous rappelez ça? Chaque neurone, les petits points, dure 1 milliseconde, et collectivement, le paquet de neurones qui est actif, il passe de actif, inactif, actif, inactif, actif, inactif, pas toutes les millisecondes. Et qui on, off, on, off, on, off, ça ne dure pas 1 milliseconde. Vous avez le rythme en bas. C'est à peu près une dizaine de fois par seconde. Entre 8 et 10 fois par seconde dans ce cas. Hein? Si vous prenez une seconde, vous le divisez par 10, ça ne fait pas 1 milliseconde, ça vous fait 100. 100 millisecondes. Donc le rythme de l'équipe, là, la période, c'est 100 millisecondes. C'est 100 fois plus lent que ce que peut faire un neurone. Donc je disais, l'équipe est plus lente que le neurone. Il va mourir. Peut-être la fin du monde, après tout. Ça veut dire que Trump est vivant. Je le sens, je le sens. Je le sens là. Oh putain. J'aime pas ça. C'est moi qui ai branché. Oh, j'ai déjà fini? Comment ça? Bonne fin de journée, et on a TD qui enchaîne pour certains. Ça va. C'est pas dans quelle salle je suis. Oui, par rapport au télé.
Donc c'est 48 heures avant, c'est 48 heures après. C'est 15 jours avant, rien ne t'empêcher de le faire mercredi. Mais non, mais écoute, si tu veux l'envoyer sans le délai de 48 heures, loisir à toi. Moi je te dis, tu as 15 jours pour envoyer ton TD et au plus tard, 48 heures avant. Voilà. Pardon? Ça veut dire que tu n'as pas fait ton boulot, c'est mal. C'est-à-dire c'est la mort. Non, c'est la mort. Ben, il faut éviter de faire ça. Faire le boulot quoi. La version initiale, c'est moins 4 points à la note finale de l'UE. Tout travail incomplet. En pratique, on est très tolérant. On est tolérant. Mais parce qu'il fallait le faire avant. Oui. Non, pas en théorie. Non, pas en théorie du tout. Ça, pas avec moi. Avec quelqu'un d'autre, tu peux dire en théorie, blablabla. Mais avec moi, non, tu as 15 jours pour le faire, tu l'as pas fait. Tu l'as fait samedi. Ça, tu me racontes pas de salade. Si tu veux, tu le racontes à l'autre, pas moi. C'est pas la peine, tu perds ton temps. Ah ouais, c'est bon. C'est dans quel groupe? C'est dans quel groupe? Ah oui, hein. Tu veux prendre moins 4? Je t'explique, mais me raconte pas de salade. C'est pas la peine. Une autre. Non, on pourrait poser les questions dehors parce que la semaine dernière on a démarré 20 minutes en retard et du coup j'ai fini 20 minutes en retard, je suis pas content. Ça va bien? Ça va. Ouais. C'est à toi ça, Julien? Ouais, tu le prends? Ça aussi. C'est bon ça? Ouais. Et là tu avais pris quoi? Là et là? Ouais, si je regarde en fonction de ce que j'ai sur l'écran, je vise, hein, je dis ah voilà j'y suis ça. Je sais même pas si j'ai arrêté l'enregistrement, putain. Ah, ça devient compliqué. J'ai t'aidé, hein, moi je vais devoir filer. Hein.